Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la Fondation pour la Nature et l'Homme. C'est aussi le dernier de la saison 2025, donc on va essayer de vous proposer un super webinaire, mais j'en doute pas, vous allez adorer. Pour ceux qui participent pour la première fois à nos rendez-vous, je me représente. Je suis Élodie Lenoir, je suis responsable de la mobilisation et de la communication sur les sujets biodiversité au sein de la Fondation. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir pour co-animer ce webinaire avec moi Quentin Brunel de l'Association des espèces par million. Salut Quentin, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Avant de donner la parole à Quentin, de rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui véhicule beaucoup de mauvaises bonnes idées ou de fausses bonnes idées. Donc on va faire un peu le point sur tout ce qu'il est bon de mettre en place pour la biodiversité en hiver et sur ce qui pourrait être, ce dont on pourrait se passer. Un petit rappel logistique, vous avez bien sûr à votre disposition le chat du webinaire. Je vois déjà qu'il y a des petits saluts, bonjour à tous, bienvenue. Ce chat, il est géré derrière par Bérangère qui travaille avec nous et qui va voilà, animer tout ça pendant notre heure de partage. N'hésitez pas à y déposer vos questions, réflexions, informations, retours d'expérience. Je vois des mains levées, donc je fais des petits coucous à tous ceux qui me saluent, qui nous saluent. Donc voilà, ce chat, il est vraiment dédié à vous entendre, à entendre tout ce que vous avez à nous dire. Bérangère va l'animer et elle nous passera en fin de webinaire toutes vos questions. Donc on va faire d'abord la présentation et puis on prendra 15-20 minutes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Si on n'avait pas le temps, vous inquiétez pas, on vous écrirait par mail, on trouverait un moyen de vous donner les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Voilà pour le petit point logistique. Il y aura aussi des petites questions de sondage. Vous savez qu'on aime bien rythmer ces présentations avec un peu d'interaction, savoir où vous en êtes, ce que vous pensez. Donc voilà, on compte sur vous pour jouer le jeu et donner vos avis tout au long de cette présentation. Alors, je vais garder la parole encore un tout petit moment, Quentin, pour tous ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois, pour faire un petit rappel de ce qu'est notre fondation. C'est une ONG environnementale d'intérêt général qui a maintenant 35 ans. Vous voyez devant vous le credo que nous portons. Préserver la nature, c'est garantir un avenir désirable à l'être humain. Et ce credo, nous le portons à travers trois grands programmes. Celui qui nous réunit aujourd'hui est bien sûr celui autour de la biodiversité. Il se nomme Mieux vivre avec la nature. Ce dont on a à cœur, en tout cas dans ce programme biodiversité que j'anime avec Bérangère, c'est de montrer aux citoyens qui sont un maillon essentiel de cette préservation. Et donc, on a à cœur de vous donner à la fois l'envie, c'est un peu l'objectif de ces webinaires, et puis les moyens d'agir. Et donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, vous en avez deux là. Le dispositif J'agis, je plante, dont Quentin et des espèces par million sont partenaires, puisque dans ce dispositif, il y a notamment une formation avec un certain nombre de tutos hyper ludiques, très sympas pour savoir quoi, comment, où planter pour être utile à la biodiversité. Vous y entendrez Quentin et ses collaborateurs vous parler notamment du mur végétal. Donc, qu'est-ce qu'on va planter en ville et comment? Donc, plein d'astuces, allez-y, tout ça est toujours gratuit. Donc, des livrets, des guides pour faire les bons choix. C'est sur j'agisjeplante.org. Et puis, vous avez aussi la plateforme J'agis pour la nature. Là, c'est une plateforme géolocalisée. Vous mettez où vous habitez et vous allez trouver autour de vous un certain nombre d'activités, d'observations, de découvertes, mais aussi des chantiers où vous pourrez donner un coup de main le temps d'un week-end, le temps de 2 heures, en famille, en solo. Là encore, on y reviendra parce que je crois que Quentin, du côté de Lyon, a des propositions à vous faire sur les mois à venir. Donc, on vous partagera tout ça. Bérangère vous donnera le lien pour aller voir quelles sont les actions disponibles en ce moment. Un petit rappel aussi, un concours qui nous tient vraiment à cœur, qui a lieu dans le cadre de notre dispositif J'agis, je plante, un concours scolaire pour mettre la nature au cœur des programmes, inciter les enfants du cycle 2, du CP au CM2, à planter en faveur de la biodiversité. C'est un concours qui est présidé par Elise Moon. Il y a plein de cadeaux à gagner. Si vous êtes grands-parents, parents, enseignant, animateur du périscolaire, je vous invite à vous connecter là encore sur j'agisjeplante.org et à aller voir ce concours. Il est vraiment super ludique. Il y a plein de
Voilà, il y a eu une première saison avec 3 écoles lauréates qui nous ont apporté beaucoup de bonheur et voilà, et on espère que vous serez encore nombreux l'année prochaine à jouer le jeu. Dernière petite chose que je voulais vous partager aussi, la Fondation met à votre disposition, pardon, une collection de publications qui s'enrichit tous les mois. Là, vous avez un petit aperçu, mais il y a beaucoup de do-it-yourself, de posters qui se sont ajoutés à tout ça, des livrets, un livret qui va être issu de tout ce qu'on se dit aujourd'hui et qu'on vous partagera à la fin du webinaire. Tout ça à découvrir sur fnh.org et tout ça est bien sûr à votre disposition gratuitement. Voilà, j'ai fait le petit tour que je voulais faire. Maintenant, Quentin, je vais te laisser peut-être 2 minutes pour nous parler un peu de toi et de ton asso, de ce que vous faites activement et avec beaucoup de succès à Lyon. Merci beaucoup. Oui, donc voilà, je suis Quentin, de l'association Des Espèces par Millions. Donc ça fait depuis 2016 qu'on est en place en tant qu'association. Si On tu a peux parler six. un tout petit peu plus fort, Ah, Quentin. pardon, je parle plus fort. Voilà, donc on a 6 salariés dans l'association et puis il y a une cinquantaine de bénévoles actifs qui gravitent autour des sujets de biodiversité avec nous. Donc on a en fait 3 grands pôles dans l'association. Le premier, ça va être vraiment la partie inventaire participative. Donc nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de découvrir, même dans un milieu urbanisé, eh ben, tous les endroits où il peut rester de la biodiversité, que- quelle biodiversité il y a et comment la préserver. Donc ça nous amène vraiment au deuxième pôle, qui est la question de réinventer la ville en fait à travers des aménagements concrets. Donc travailler sur les berges de Saône, les berges du Rhône, travailler sur le bâti, travailler dans les espaces verts. Et puis tout ça, évidemment, avec une implication citoyenne forte. On est assez persuadé que tout le monde, peu importe son niveau de connaissance, voilà, peut mettre la main à la terre, en fait, la main à la pâte, pour repenser la ville avec nous. Donc j'en parlerai plus tard, mais vous êtes les bienvenus en tout cas à tous nos chantiers participatifs et toutes les activités qu'on mène ensemble. Merci beaucoup, Quentin. Je te propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Mais avant ça, les amis, j'avais envie de vous poser une petite question. Je vais vous faire apparaître devant vous un sondage pour savoir, pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites, vous, quand la saison hivernale arrive. Est-ce que vous vous lancez dans un certain nombre de choses? Est-ce que vous mettez en place des choses? Est-ce que vous faites des choses chaque hiver? Vous en faites de temps en temps? Vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas trop quoi faire? Ou est-ce que finalement vous faites rien, vous vous dites qu'il faut laisser faire la nature? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je vous rassure. Ça participe, allez-y. Hop, hop, hop. Vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir répondu. On se donne encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Je triche un peu. 3, 2, 1. Allez, je mets fin au sondage, je vous partage les résultats. Voilà, alors tu vois, Quentin, il y a beaucoup de gens qui font des choses, ça c'est hyper chouette. Il y en a qui ont besoin qu'on les aiguille et d'autres qui ont une position un peu plus, comment dirais-je, j'allais dire attentiste, mais c'est pas le bon mot. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils préfèrent laisser faire la nature, le mot ne vient pas. On va arrêter le partage. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Quentin, comment tu peux réagir à ce sondage et pourquoi finalement agir quand même en cette saison, ça peut avoir un impact? Bah déjà, je vois qu'il y a plein de personnes qui s'y sont déjà mis, des personnes qui sont plus en réflexion, comme tu disais, et puis des personnes qui laissent faire aussi. On va beaucoup parler de ce côté laisser faire qui est prépondérant dans nos actions. En fait, on fait beaucoup de choses pour éviter de faire, justement. C'est un peu paradoxal, mais on va y revenir. Et donc, pourquoi agir en cette saison? En fait, en hiver, on a souvent tendance à imaginer que les oiseaux s'en vont, que les animaux disparaissent, que les insectes ne sont plus là, ont disparu comme par magie. Mais en fait, rien ne disparaît. C'est juste un changement dans leur cycle de vie où la grande majorité des espèces vont survivre soit sous forme de larves, soit sous forme d'œufs, soit sous forme de chrysalides hein, ou apparentés, soit en léthargie totale ou alors vont migrer vers d'autres contrées, mais c'est un moment qui est particulièrement complexe pour ces espèces-là, et c'est là en fait où ils vont être tributaires d'une gestion, enfin, comment dire, notre attention et d'une gestion la plus souple et la plus réfléchie possible pour éviter justement de briser ces cycles naturels qui sont aussi présents en hiver. Oui, Voilà. et tu nous rassures, on parle de campagne comme de ville.
Ça peut être en plein centre-ville. Il y a des hivernations, donc on va revenir sur ces mots-là, mais en plein centre-ville, hein, quand on va, là, je suis dans le premier arrondissement de Lyon, dans les Pentes. Je sais qu'au-dessus de ma tête, il y a potentiellement des chauves-souris qui s'apprêtent à passer l'hiver. Voilà, c'est des choses qui sont partout, inhérentes à tous les habitats. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis revenir sur certains qui nous ont dit qu'ils laissaient faire, mais c'est pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? En effet. Alors, je peux commencer sur ce sujet-là? Bien sûr, vas-y. Voilà, donc nous, on est globalement adeptes du bazar organisé au jardin. Donc, en fait, on s'aperçoit que, lorsqu'un jardin est pas ou peu entretenu, et bien, c'est là qu'on a une biodiversité qui est, en fait, la plus forte. Il y a 5 gros exemples qui sont, illustrés ici et à chaque fois des petites espèces qui viennent, illustrer un peu l'écologie. Typiquement, on a les feuilles mortes. Alors, on a énormément de personnes qui, voilà, on entend les bruits dans la ville, hein, du souffleur qui est très, très omniprésent en ce moment. Alors oui, carrément le souffleur, pourquoi pas, ou le râteau, hein, au moins dans les allées pour éviter que les personnes glissent. Ça, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie de la sécurisation du site, surtout en ville. Mais la feuille morte, c'est le principal vecteur d'enrichissement des sols. C'est aussi un moyen pour la plupart des petits vertébrés, comme les mulots, campagnols, musaraignes, mais aussi tritons, salamandres et puis hérissons, en fait, de passer l'hiver à l'abri des prédateurs et dans une zone en fait qui est, on va dire, climatisée, là où les écarts de température ne sont pas forcément très forts. En plus de ça, il y a plein d'invertébrés dans ces tas de feuilles mortes. Donc, je conseille vivement à ceux qui ont l'occasion d'en laisser. Ça peut être un tas au fond du jardin, ça peut être un tas au sol, au pied des arbustes ou caché sous la haie, ou ça peut être partout. Mais en tout cas, en laisser une bonne partie dans le jardin. Ensuite, il y a la partie du bois mort. Alors, je suis aussi un petit peu troublé quand je vois toutes ces tronçonneuses. C'est le moment d'élaguer. Voilà. Dans la tête de beaucoup, c'est le moment d'élaguer. Donc, on va regarder nos arbres. On va se dire, ah, cette branche-là, elle est morte. On va la couper. En fait, dans une branche morte, il y a 3 ou 4 fois plus d'êtres vivants en interaction que dans une branche d'arbre vivante. Là encore, on est sur aussi un petit paradoxe, comme quoi la mort attire aussi la vie. Et donc, ça peut être un petit tas de bois au fond du jardin qui va plaire à la musaraigne ou justement à l'hibernation du hérisson, ou alors une branche morte qui va être laissée en fait sur un arbre qui peut être creux ou non et qui va permettre à énormément de petites guêpes et voire même des abeilles sauvages de pouvoir passer l'hiver tranquillement sous forme de larves. Là-dedans, dans ce bois mort, c'est 5% de la vie sur Terre. Donc si on enlève ce bois mort, ce compartiment de la biodiversité, on détruit 5%, peut-être sans le savoir, des espèces potentiellement présentes. Voilà. Je pourrais en parler du bois mort parce que je me suis passionné pour ces coléoptères et toute cette vie qui est assez incroyable. On en reparle juste après. Ouais, ça marche, avec grand plaisir. Là, il y a une jolie petite plante. Alors, jolie parce que tout le monde la trouve super jolie au printemps. Ça fait des jolies fleurs blanches en plateau, en fait. Et c'est ni plus ni moins que la carotte sauvage, en ombelle, je cherchais le mot. Là, ici, là, elle s'est complètement refermée. Elle a des graines, des centaines de graines à l'intérieur. Et là, c'est là où on se dit, ah, c'est pas joli, ça fait des épillets dans mon jardin, faut que je les fauche. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que les graines vont commencer à pouvoir être dans le sol, avoir leur cycle de dormance et redevenir carottes sauvages, en fait, l'année prochaine. Et en plus de ça, dans ces corolles fermées, eh ben, on va avoir des coléoptères qui vont passer l'hiver. Il suffit parfois d'ouvrir une de ces fleurs-là pour découvrir, en fait, des dizaines d'espèces qui sont bien cachées dedans en hiver. Alors, on n'aime pas quand les fleurs sont sèches. Dans notre idéologie, une fleur qui est sec, c'est dommage. Donc, on a envie de les couper, mais en fait, moi, je serais vraiment pour considérer qu'il y a l'espace de prairie dans le jardin, admettons, ou même sur un balcon, pardon, ou sur un rebord de fenêtre, eh bien, on peut se dire que par endroit, on les enlève, mais parce que voilà, usage, mais à côté de ça, on laisse mourir tranquillement et on laisse grainer tranquillement nos fleurs, quitte à passer tout l'hiver comme ça et après, pourquoi pas, les faucher au mois de mars, avant la reprise du printemps. Voilà. Et puis, alors, il y a une plante que j'adore par-dessus tout, moi, c'est la ronce. Alors, la ronce, c'est la plante, on va dire, parmi lesquelles je la place dans le top de la biodiversité, tellement elle est utile. Elle fait un couvert extrêmement dense au niveau du sol. Elle fait une sorte de microclimat qui va empêcher aussi le broutage par les prédateurs.
Si bien qu'en fait, ça va être une pépinière naturelle où les chênes, les sureaux, etc. vont pouvoir s'implanter. En plus de ça, vous avez déjà mangé des mûres, les oiseaux aussi. Les oiseaux en raffolent, la fauvette à tête noire, le merle noir sont très souvent observés, mais il y a beaucoup d'autres oiseaux, comme la fauvette grisette, qui est un peu plus menacée, un peu plus rare, qu'on trouve très souvent dans les systèmes bocagers, là où les ronces sont en forte densité. Voilà, ça va être une zone de tranquillité aussi pour les chevreuils, sangliers, etc. Bref, la ronce a toute sa place dans les écosystèmes, et celle ou celui qui a la capacité d'en maintenir un petit peu dans son espace, c'est aussi voilà, un gage de biodiversité. Je sais que c'est pas toujours évident d'en garder parce qu'elle empiète. Alors la ronce, on peut l'entretenir, c'est-à-dire que on peut tondre de part et d'autre. Ça évite à la ronce, en fait, on peut, comment dire, euh, isoler ce massif-là, le reste est tondu, et ça va éviter à la ronce, en fait, de drageonner et de continuer son expansion. En plus de ça, certaines abeilles sauvages, comme les cératines, se sont spécialisées sur les tiges sur les tiges, pardon, je vais la refaire, sur les tiges creuses de ronces. Et donc, on a des abeilles sauvages qui vivent dans les tiges creuses de ronces, dans la petite partie avec la moelle. Voilà, et puis on reparlera ensuite des zones humides. Les zones humides au jardin, c'est le b.a.-ba, entre guillemets. C'est toujours compliqué parce qu'il y a encore cette idéologie de moustique. On va en rediscuter parce que c'est un vrai sujet. Mais au-delà de ça, beaucoup d'espèces vivent aussi dans l'eau l'hiver. Et donc, il y a aussi une idée de laisser tranquille ces zones humides, si on en a, pour que les espèces puissent passer l'hiver en toute sérénité. Quentin, démine tout de suite la question du moustique. Tu as travaillé là-dessus récemment et vas-y, dis-le que le Ouais, moustique tigre est pas forcément là autour de nos mares. Mmh. Alors, dire que les mares n'accueillent pas de moustiques, ce serait fondamentalement faux, c'est leur habitat. Mais en fait, on remarque que quand on crée une mare, on en a créé une dizaine cette année, et puis on a étudié une quinzaine de mares assez précisément. Et en fait, on s'est aperçu que la population de moustiques explose dans la mare entre le mois d'avril et le mois de mai. Et en repassant un mois après, en fait, on se retrouve avec un cortège de prédateurs. En moyenne, on a 4 ou 5 espèces de libellules, même dans les mares de Lyon, hein, qu'on creuse. On a une vingtaine d'espèces de prédateurs cumulés et dont certains, comme des petits coléoptères qu'on appelle des ditiques, du genre Agabus pour ceux qui aiment bien les noms latins, et ben, ce sont quasiment des spécialistes de petits invertébrés comme les larves de moustiques. Et donc, en fait, la majorité des prédateurs de moustiques se retrouvent non pas au stade terrestre comme les mésanges ou les libellules, non, pardon, ou les adultes de libellules et ou par exemple les chiroptères, elles se retrouvent vraiment pendant la période larvaire du moustique. C'est là où le moustique est le plus vulnérable. Et donc maintenir des zones comme ça humides, où les femelles de moustiques vont pondre, eh ben ça maintient un cortège de prédateurs qui vont réguler en fait la présence de moustiques. Voilà, c'est un peu l'idée de base. Et je n'ai pas trouvé en 15 mares un seul moustique tigre. Je l'ai trouvé par contre dans des bassins, dans des tout petits bassins bâchés, où j'ai trouvé ça très régulièrement dans des gros pots de fleurs ou dans des trucs comme ça. Mais dans une mare comme ça qu'on aménage pour la biodiversité, je n'ai pas encore eu la chance, enfin l'occasion du moins, de trouver des larves de moustiques tigres à l'intérieur. En fait, c'est un vrai sujet, la mare et les zones humides, donc peut-être qu'on en fera. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on fasse un sujet de webinaire juste sur ce point-là. Dites-nous si ça vous intéresse. Eh bien, du coup, Quentin, tu nous as parlé de ce qu'on pouvait laisser faire et on a fait là un petit tour de piste, mais il y a encore beaucoup de choses, Mm. j'imagine, que tu pourrais nous donner comme exemple. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire pour favoriser le passage à l'hiver de la biodiversité. On a mis là quelques exemples. Je te laisse peut-être nous expliquer tout ça, nous parler aussi de ce nom un peu compliqué, mais qui n'est pas si complexe que ça, qu'est l'hibernaculum. Ouais, tout à fait. En effet, donc j'ai beaucoup parlé de ce qu'il y avait à faire. Alors, enfin, ce qu'on pouvait laisser faire. Il y a beaucoup d'autres plantes. On y reviendra qui vont être intéressantes, hein. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, c'est très compliqué de tenir voilà, d'être aussi dense et avoir aussi peu de temps pour traiter les sujets, mais on va y arriver. Et là, voilà, le fait d'accueillir. Donc, très souvent dans les jardins, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on installe par exemple un nichoir à mésanges, qu'on installe une petite mangeoire. En fait, on va réfléchir un peu gîte. Quelles sont les écologies des espèces? Qu'est-ce qu'elles ont besoin pour hiverner? Je parlais tout à l'heure du tas de bois. Le tas de bois, c'est vraiment, si on veut faire correctement et si on veut que notre jardin soit comparable, eh bien, par exemple, à un boisement ou à une forêt, pourquoi pas même une forêt primaire d'Europe, eh bien, il faudrait l'équivalent d'au moins une grosse baignoire tous les 100 mètres carrés. Ça veut dire que vous prenez 10 mètres par 10 mètres et vous dites, si c'est un espace boisé,
Et là, il me faut une grosse baignoire de bois mort. Et pas juste des bois morts comme on voit sur la photo de taille globalement équivalente. Il faut des troncs couchés. Il faut des troncs moyens. Il faut des brindilles. Il faut qu'il y en ait au soleil, plutôt à l'ombre. Il faut qu'il y en ait dans les hauteurs des branches et d'autres au sol. Il faut bien imaginer qu'en fait, il y a plusieurs milliers rien que de coléoptères qui dépendent du bois mort. Et donc, si ils sont aussi nombreux, c'est que chacun utilise une niche bien précise dans le bois mort. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à diversifier. Et le bois mort, il y a plein d'autres choses qui vivent dedans, évidemment. Et voilà. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que le bois mort, alors pendant longtemps, on a dit le bois mort crée des incendies de forêt, etc., ou peut être dangereux pour le jardin. En fait, c'est dans le bois mort qu'il y a le plus d'humidité. Et donc, ça fait des zones, en fait, quand on veut planter dans l'association sans arrosage, eh bien, on met plein de bois mort au pied. Il est certain que les petits rameaux, les petites pousses auront plus de chances de survivre aux étés caniculaires avec du bois mort au pied que sans. C'est le principe de la forêt. Voilà. Le tas de bois mort comme ça, la photo du dessous, elle est super en fait parce que déjà il va servir, bah, par exemple, je le redis, aux hérissons, etc. Il va se dégrader et ça va devenir en fait un espèce de broyat qui sera mélangé à de la terre. Et à ce moment-là, eh ben, ça va intéresser des coléoptères encore plus exigeants. Je pense notamment aux scarabées rhinocéros qu'on observe aussi dans le coin et à différentes espèces de petites cétoines, ces scarabées un peu aux couleurs bariolées qui sont très nombreuses parfois dans les composts, mais certaines espèces sont extrêmement rares et ont quasiment disparu de la surface de la France. Voilà. C'est le cas du pic prune, qui est aujourd'hui menacé d'extinction, protégé et qui dépend exclusivement des gros terreaux accumulés dans les cavités d'arbres. Voilà. Mais bon courage pour en avoir chez soi. Moi, j'en ai encore jamais vu dans la métropole de Lyon. Voilà, on a aussi alors, ce fameux mot un peu grossier d'hibernaculum. En fait, on aime bien inventer des mots comme ça, mais c'est juste histoire de trouver un habitat favorable aux reptiles, notamment aux reptiles. En fait, ils aiment bien en hiver, on a l'impression de ne pas en voir. En fait, ça peut arriver qu'ils sortent pour se réchauffer au soleil. Donc là, ils ont besoin d'un milieu qui est bien exposé. Et en plus de ça, ils ont besoin d'aller se protéger dans le sol très souvent à une température qui est stable. Des gros écarts de température peuvent leur être fatals en plein hiver. C'est pour ça en fait qu'on va souvent creuser des trous et dresser en fait des monticules de différentes couches et notamment souvent des gravats. On récupère des tuiles concassées, etc. Il y a plein de petits tutos à faire. Et navré pour ceux qui ont un peu peur des serpents, mais ces espèces-là, elles sont de moins en moins présentes dans nos jardins, surtout dans nos milieux urbains, etc. Et même le lézard des murailles est une espèce protégée. Un jour ou l'autre, il pourrait être en déclin. Voilà, et on peut aussi attirer avec ça des crapauds communs, etc. Le crapaud commun, c'est un prédateur intéressant de limaces. Voilà, il y a tout ça, en fait, ça va donner un petit peu de. Ça va attirer des prédateurs en masse. Si vous avez la chance d'avoir un potager à côté, eh bien, voilà, pari gagné pour la prédation des espèces qui vous posent un peu problème au jardin. Et voilà, dans un hibernaculum, pour donner une idée, moi j'ai déjà pu observer la couleuvre vipérine, la couleuvre à collier, de la vipère aspi, un peu plus loin que dans Lyon. Et ça fait des super espaces pédagogiques pour se poser et juste observer la nature reprendre ses droits au printemps. Voilà. Merci beaucoup Quentin. J'avais envie, qu'on fasse un petit point ensemble sur, la question du hérisson. Alors, on sait que c'est une espèce, elle aussi, qui est en danger. On sait qu'il y a 50 à 70 de nos hérissons qui disparaissent, sous nos yeux et on sait que c'est en grande partie à cause de nos routes, mais il y a aussi, certains aménagements de nos jardins qui peuvent coûter la vie aux hérissons et j'avais envie qu'on en parle un tout petit peu. J'ai mis quelques photos là de ce qu'on peut faire pour les hérissons parce qu'on a envie de les garder dans nos jardins, mais je pense qu'on pourra parler un petit peu plus globalement de tout ce qu'on peut faire pour eux au jardin. Et avant ça, j'avais envie de vous poser une question, à vous qui nous regardez. Est-ce que vous savez, si le hérisson hiberne ou hiverne? Une petite question de science. Ça vote, ça vote, ça va vite, ça va très vite. Pour vous dire, vous êtes, plus de 200 à nous suivre là, donc
Il y a pas mal de votes. Je vous redonne encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats tout de suite. Il y a besoin d'une petite explication, Quentin, je crois. Oui, alors pour la réponse à la question du hérisson, en fait, le hérisson, il réduit sa température corporelle, il passe de 37, 36-37 degrés à environ, on va dire 5, 10 degrés. Et son rythme cardiaque diminue vraiment drastiquement. En plus, ça, c'est un mammifère, donc on peut dire que le hérisson, pour le coup, il hiberne. Voilà, là-dessus, c'est voilà. Donc après, la question est de savoir si c'est de l'hivernation ou de l'hibernation. Je ne sais pas s'il faut répondre maintenant à la question. Oui, 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 vas-y. c'est ça? OK. Eh bien, en fait, l'hibernation est une forme d'hivernation. L'hibernation, c'est juste se demander comment les espèces passent l'hiver. Il y en a qui hivernent sous forme de larves, il y en a qui hivernent en migrant, il y en a qui hivernent en changeant totalement d'alimentation et il y en a, et c'est le cas exclusif des mammifères, qui hibernent, c'est-à-dire modification du métabolisme pour survivre aux rigueurs de l'hiver. Voilà. Merci Quentin. Et si on en revient un peu à ce qu'on peut faire dans nos jardins pour ces fameux hérissons, on parle de comment les accueillir durant cette période hivernale, mais j'ai envie que tu fasses un petit rappel aussi sur, je sais pas, on parle aussi des clôtures notamment, enfin tu vois, un petit Ouais, rappel global de tout ça. ouais. Voilà, comme tu disais, le hérisson, alors il n'est pas encore menacé au sens, en sens strict du terme, il est quasi menacé sur liste rouge. Ça veut dire que si on ne fait pas attention dès maintenant, comme on aurait dû le faire il y a 50 ans, eh ben, ces populations pourraient s'avérer être en danger d'extinction. Donc là, en fait, on est sur la phase charnière où il est encore possible d'agir pour conserver l'espèce. Donc c'est vraiment pas. On a l'impression de voir partout le hérisson. On se dit ah mais moi j'en ai dans mon jardin, etc. Mais c'est pas le fait de voir un individu qui permet d'estimer la population. C'est à l'échelle globale, c'est de la grosse data, des grosses observations qui permettent d'avoir ce point de vue-là de la conservation des espèces. Et donc le hérisson, il n'est pas si compliqué. C'est un insectivore strict à la base. Il n'est pas fait non plus pour manger des croquettes, mais bon ça on y reviendra. L'alimentation du hérisson n'est pas fortement conseillée. Donc, c'est une espèce aussi de lisière. Pourquoi de lisière? Parce qu'il a besoin de strates et de milieux diversifiés. Il a besoin d'une haie associée à une prairie. Et souvent, on le voit justement au pied des haies en train de se balader. Et donc, cette espèce, pourquoi de lisière? Parce que c'est là où il va rencontrer un maximum d'insectes et d'autres arthropodes à se mettre sous la dent. Et c'est là où la litière du sol est épaisse, où il peut, avec son petit nez, son petit museau, aller chercher les insectes. Et donc, préserver ces zones de lisière, c'est super intéressant si vous voulez avoir du hérisson chez vous. Planter des haies, laisser pousser les herbes hautes, alterner ça avec des gazons ras. Plus c'est diversifié en strates, plus le hérisson va s'y plaire. En plus, il a besoin d'éléments structurant son habitat. Il va avoir besoin, par exemple, d'un tas de pierres, comme on l'a dit, d'un tas de bois, pas forcément d'un gîte façonné spécial hérisson qu'on va acheter en jardinerie. Le hérisson, il n'est pas très compliqué, hein. Un gros tas de feuilles, un gros tas de bois, voire une botte de foin au fond du jardin, c'est nickel pour lui, tant que les matériaux sont de bons isolants thermiques, on va dire. Et après, lui, il se débrouille pour faire son nid à l'intérieur et hiberner. Voilà, donc après, il y a des facteurs limitants à la présence du hérisson. Évidemment, les circulations, les voitures qui peuvent être très problématiques, qui constituent peut-être une des premières causes de mortalité avec les pesticides. Et là, ça a l'air de rien comme ça, mais les pesticides, typiquement les petits produits de couleur bleue là qu'on met dans les potagers, qui ont l'air un peu anodins, donc c'est censé être ciblé, par exemple les escargots et limaces. Le hérisson va notamment manger les escargots, donc forcément, il risque d'être intoxiqué en fin de chaîne. Et puis, il y a la mort au rat, etc. Si vous regardez dans les grandes villes, il y a des boîtes noires de partout qui contiennent de la bromadiolone, donc un anti-mammifère, enfin, ça tuerait n'importe quel vertébré globalement, mais voilà, les doses létales sont très 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 faibles. C'est-à-dire qu'il y a de quoi tuer un homme adulte à l'intérieur de ces boîtes. Et tout ça, en fait, ça va impacter ces petits mammifères-là, notamment le hérisson. En plus de ça, il y a les grillages, la continuité écologique, le fait d'avoir justement ces grillages où il peut se retrouver coincé dedans, ou alors des grillages où c'est complètement imperméable et il n'y a pas de possibilité de se balader entre jardins. Souvent, les gens disent ah, j'ai mon hérisson. Non, non, c'est pas son hérisson, c'est le hérisson qui partage généralement un domaine de 3 hectares. Et donc, à moins que vous ayez un jardin de 3 hectares, félicitations, c'est avant tout, en fait, très souvent un ensemble de jardins et parfois même un parc urbain, parfois même un talus, un fossé, un bord de route qui va faire son habitat.
D'où en fait cette volonté, ce besoin pour le hérisson de se balader. Donc si vous avez des voisins avec qui vous entendez bien, ce qui serait génial, c'est que vous disiez juste avec eux: «Allez, on fait un petit trou dans le grillage, c'est 10 centimètres par 10 centimètres, un peu plus si on a la motivation et puis on permet le déplacement du hérisson». Voilà. Merci beaucoup Quentin, je pense que ce petit point a été, important et hyper intéressant pour nous tous. Et donc maintenant on a parlé, insectes, on a parlé reptiles, on a parlé hérissons. Je te propose qu'on parle un tout petit peu oiseaux et peut-être un petit peu plus, aussi pour nos amis urbains qui ont des balcons et qui peuvent sans doute faire des choses aussi à leur niveau, même s'ils peuvent laisser des tas de bois, des tas de feuilles, des petites pierres sur leur balcon. Tout ça sera aussi utile, il faut le rappeler, Mmh. pour les citadins. Oui, alors déjà, si vous voulez des conseils bien spécifiques, la Ligue de protection des oiseaux a mis en place énormément de bibliographies, énormément de liens sur voilà, comment aménager son nichoir, etc. C'est peut-être pas là-dessus qu'on va insister. On va peut-être juste se pencher sur les nichoirs qui existent déjà naturellement, pour commencer. Où nichent les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas toujours vécu dans des boîtes trouées à la scie cloche. Disons que prenons par exemple le rouge que noir, il lui suffit d'un endroit au sec, type préau, sur une gouttière, par exemple, pour faire son nid. Vous avez peut-être déjà ce rouge-queue qui fait des très caractéristiques comme ça quand on approche de son nid. Et voilà, ça lui permet vraiment de nicher. La mésange bleue, par exemple, qui est sur la fiche, elle peut nicher dans un trou de bâtiment, elle peut nicher dans une cavité d'arbre, elle peut réutiliser un trou creusé par le pic vert ou le piquet pêche. Voilà. Et c'est vraiment quand on s'aperçoit que ces habitats sont manquants dans le jardin, qu'il est intéressant d'intervenir sur des nichoirs. Ça peut être toutes sortes de nichoirs. Ça peut être les deux nichoirs que j'ai cités, un nichoir semi-ouvert pour les rouges-queues et différentes autres espèces d'oiseaux. Ça peut être un nichoir à trous d'envol circulaire pour notamment tout ce qui est mésange ou alors une autre espèce, le rouge-queue à front blanc, qui aime bien aussi aller là-dedans. J'ai vu un couple récemment utiliser un nichoir à mésange. Ça peut être des nichoirs de plus grosse envergure, on va dire. Il y a plus en fait la cavité est grosse, plus ça peut être intéressant dans la mesure où ces cavités dans la nature sont très rares. C'est le cas par exemple des cavités qui sont nécessaires à la reproduction de la chouette-hulotte ou les cavités dans le bâti qui sont indispensables à la reproduction du faucon cresserelle. Si vous avez l'occasion, voilà, mettre des gros nichoirs, ça demande beaucoup plus de logistique parce qu'il faut aller chercher plus haut. Il faut faire souvent ça par un professionnel, à moins que vous soyez cordiste. Mais voilà, vous aurez ça aura peut-être plus d'utilité qu'un nichoir à mésange, surtout dans un secteur où en fait les trous et les cavités sont déjà suffisamment nombreuses. Voilà. Donc pour moi, la nichoir, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Une fois qu'on a rétabli le couvert dans notre jardin avec des arbres à baies, des arbres, enfin, des éléments qui attirent les insectes. Et voilà, seulement là, on peut se dire, ok, je mets un nichoir. C'est pédagogique, ça va être Ouais, intéressant à après observer. c'est hyper pédagogique pour avoir un nichoir sur mon balcon où j'ai vu une mésange s'installer. C'est un bonheur aussi pour moi urbaine de pouvoir voilà, s'émerveiller au quotidien de ce genre de choses. Voilà. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai que je suis assez, comment dire, factuel sur le plan purement Bien sûr. écologique, mais en fait, si tout ce que je raconte, je l'ai observé aussi en ayant des occasions comme ça. J'avais la même chose, un balcon avec avec un nichoir, et c'est vrai que c'est incroyable de découvrir les parents chercher leurs matériaux et d'attendre et d'attendre et d'attendre, et au bout de 3 semaines, de commencer à voir les petits débarquer, sortir du nid. Bah, c'est un moment époustouflant que je souhaite à tout le monde. Donc, mettez des nichoirs, il n'y a pas de débat. Mais disons que voilà, est-ce que le nichoir est là et voilà, est-ce Ne que le doit pas nichoir est remplacer ce que propose. voilà, Que c'est ça le doit plus important. continuer à proposer la nature. On est bien tous d'accord là-dessus. On n'a pas parlé, Quentin, tout à l'heure j'avais mis une petite photo de chauve-souris. Maintenant qu'on parle nichoir et tout ça, est-ce que les nichoirs à chauve-souris, toutes ces choses-là, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est dans la même idée que nos nichoirs à oiseaux qui sont là pour nous aider à observer et à faire un peu de pédagogie, mais est-ce que ça a une vraie utilité? J'avais pas vu la petite image chauve-souris, désolé. Euh, ouais, ouais, alors en fait, c'est un peu, en effet, c'est un peu la même chose. Les chauves-souris, c'est des insectivores. S'il n'y a pas de ressources en insectes, elles auront du mal à s'implanter. C'est assez logique. Elles cherchent un minimum d'énergie, donc elles vont s'implanter là où la ressource est le plus abondante. En plus de ça, ce que j'observe, c'est que les chauves-souris, notamment les pipistrelles, etc., il y a beaucoup de nichoirs à pipistrelles qui sont vendus, par exemple, dans le commerce. Donc, pipistrelles, toute petite chauve-souris, une des plus petites d'Europe, pipistrelles de cul et pipistrelles communes. Et en fait,
je vois beaucoup de façades où le nichoir est posé, mais elles vont directement dans les stores du volet qui est situé à 1 mètre. Donc c'est un peu frustrant dans ces nichoirs de voir qu'en fait le dessous d'une tuile ou des stores de volets suffisent largement à leur écologie. Euh, c'est à contrebalancer avec des espèces qui sont beaucoup plus exigeantes. Par exemple, je pense notamment à la noctule commune, qui a besoin de grosses cavités d'arbres, si possible avant entretenues par des pics épêches, voilà, pour ça correspond à son habitat. Et bien là, en fait, les nichoirs dans certains milieux vont être obligatoires à la pénurie de ces cavités-là. Et donc, un nichoir à noctule commune dans un coin un petit peu tranquille, un peu en hauteur, dans un arbre, va être super intéressant. Et puis, ce qu'on remarque aussi, il y a certaines bibliographies qui l'expliquent très bien, c'est que les gros nichoirs, qui sont en mesure d'accueillir des colonies entières, vont être favorisés en termes voilà, d'accueil, plutôt que des petits nichoirs vendus dans le commerce, qui vont souvent être délaissés. Donc, je dirais que tant qu'à installer des nichoirs à chiroptères, choisir une surface du bâtiment et se dire, OK, là, je pose mon nichoir d'1 mètre sur 1 mètre avec plein de loges, plein d'interstices. C'est l'idée que plus on donne enfin, on offre des possibilités de nidification en termes de volume, et ben plus les individus trouveront l'habitat correspondant à leurs exigences écologiques. Voilà. Très bien. Quentin, je te propose qu'on reste sur la question des oiseaux et puis qu'on passe de la question de l'accueil à comment nourrir. On parlait notamment de fausses bonnes idées. Tu nous parlais aussi de tout ce que les jardineries proposent. On va rester sur les oiseaux et on va d'abord vous poser une petite question sur l'alimentation des oiseaux. Vous, parmi cette liste, à votre avis, quel est l'aliment qu'il faut éviter de donner aux oiseaux? Hop, ça vote, ça vote, ça vote. Encore, c'est intéressant, il y a une quasi-unanimité cette fois. Du pain, des noix, des graines de tournesol, des pommes. Je vais arrêter, mettre fin au sondage. 3, 2, 1, 0. Je vous partage les résultats. Voilà, il y a des messages qui passent, Quentin. Bah là, c'est ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas 95%, donc mal, je ouais. sais pas si ça vaut le coup de le préciser, mais en effet, le pain, en fait, il n'est pas non plus toxique pour l'oiseau. On entend souvent ça, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, il va provoquer souvent un sentiment de satiété. Et puis, il est carencé en plein de choses qui sont nécessaires au développement de l'oiseau à ce moment-là. Donc, en fait, va préférer se nourrir de pain au lieu d'aller manger, d'aller prendre des lipides et un assemblage de différentes choses qu'il va plutôt retrouver dans les graines de tournesol, par exemple. Du coup, je te propose qu'on continue sur cette lancée, qu'on revienne un petit peu aussi sur, je te disais tout à l'heure, on parlait de jardinerie notamment, mais donc voilà, remettre un peu tout ça en ordre, et puis se dire ensuite qu'est-ce qu'il est bon de faire vraiment. Ouais. En fait, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se dire, en termes d'observation, en fait, on a, par exemple, j'ai un petit bout de jardin où j'ai juste un sureau noir et en fait, je m'aperçois que le sureau noir, c'est la mangeoire de base des oiseaux. Avec ça, il y a un petit lierre qui grimpe dessus, le lierre est en fleurs et donc en fruits en ce moment-là, bientôt là. Et c'est la frénésie alimentaire. On a de la mésange, comment on appelle ça, la fauvette à tête noire, le merle noir, etc., qui viennent, la grille musicienne qui est de passage aussi, qu'on voit sur la photo en bas à gauche, je crois. Tout ça, en fait, me fait dire que si on veut, on n'est pas obligé, nous, de nourrir les oiseaux, on peut favoriser des arbustes, et ça, là, ça ramène aux fiches tuto, etc., pour qu'ils puissent se nourrir par eux-mêmes. C'était un peu la slide suivante, Ah, je on viens y de me... Ok, reviendra pour vous j'ai donner des spoilé. exemples, mais là, c'était vraiment l'idée de Ouais, déconstruire un peu et d'éviter les fausses bonnes idées qu'on voit c'est sur ça. Internet ou ailleurs. Donc voilà. En fait, là, du coup, il y a un petit peu une course à la vente de produits en faveur de la biodiversité. On en trouve dans les rayons de jardinerie de manière, enfin, quasiment tout le temps. On en trouve aussi beaucoup sur Internet, plein de sortes de choses. Donc, beaucoup de formes qui correspondent pas, voilà, beaucoup de formes de nichoirs qui favorisent justement la présence de certains pathogènes et qui viennent justement provoquer des maladies chez les oiseaux. On va avoir typiquement ces petites formes de cœur super mignons, mais on ne sait pas comment les graines sont agglomérées, on ne sait pas où est-ce que ça a été choisi. Donc purement d'un point de vue écologique, déjà, il faut se dire que ça, c'est très
il y a peu de chances pour que ce soit produit en France. C'est souvent des graines qui sont produites dans un endroit, on ne sait pas, très probablement OGM, qui sont montées en Chine pour revenir en Europe. En fait, c'est des produits qui ont un coût d'un point de vue, enfin voilà, comment on appelle ça, un Un coût coût en fait carbone, oui. carbone, voilà, qui est déjà super élevé. En plus, on ne sait pas ce qu'on donne à manger à nos oiseaux. Donc en fait, on a l'impression de voir des graines, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça dans ces produits-là. Et puis en plus, enfin ça c'est d'un point de vue purement financier, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. On a des nichoirs qui se vendent 60-70 euros. On a des mangeoires qui peuvent aller jusqu'à 200 euros si besoin. C'est totalement des ateliers qu'on peut faire en famille, ça. C'est quatre planches de bois ajustées avec des tutos de la LPO. Et entre guillemets, le tour est joué. Donc voilà, ça nous permet aussi, c'est plus une invitation à revoir un petit peu notre manière d'acheter ce genre de choses. Parce que les oiseaux, ils n'ont pas cette grille de lecture et ils ne sont pas attirés par la forme de cœur ni rien. Et ils ont juste envie d'avoir l'alimentation qui leur correspond le plus à leurs besoins. Du coup, Bérangère, je vais vous passer, on a fait un tuto pour faire vos propres boules de graisse. Voilà, donc c'est assez facile et vous pouvez leur donner la forme que vous voulez d'ailleurs. Donc on peut le faire nous-mêmes assez facilement, on va vous partager ça. Et juste un petit retour sur les boules, tu sais, avec des filets, Quentin, Ah qu'on oui, voit beaucoup partout. Euh, ouais, et d'ailleurs, j'en profite pour dire, là, c'était Halloween il n'y a pas longtemps, j'ai vu beaucoup de fausses toiles d'araignée là en plastique. Je sais pas si ça vous parle. Et en fait, là-dedans, il y a des oiseaux genre, je vois des photos régulièrement sur les réseaux d'oiseaux qui se font piéger là-dedans. Donc, ça peut être à l'intérieur de la maison, ça peut être, c'est sympa à l'intérieur, pourquoi pas, mais à l'extérieur sur un arbre, c'est pas la meilleure idée. Et en fait, la boule pour oiseau avec son petit filet à maille fine, c'est quand même dingue qu'ils aient pensé à ça parce que vraiment, pour les pattes des oiseaux, c'est un piège mortel. Et voilà, bah, vous avez sûrement vu les poteaux d'oiseaux à mort accrochés à ces boules de graisse qui sont censés les nourrir. Donc voilà, encore une fausse bonne idée. Et par contre, bonne idée, tu me dis si je me trompe, mais bonne idée quand même de leur laisser un point d'eau pour l'hiver. Carrément, en fait, on a tendance à penser que les oiseaux viennent seulement boire quand ils ont chaud et prendre un petit bain quand ils ont chaud aussi en plein été. Mais en fait, le bain permet enfin, c'est leur toilette quotidienne. Ils en ont besoin. Voilà, donc, et puis c'est très sympa à observer. Et pour le coup, un récipient plat avec un peu d'eau, ça tout le monde peut le faire. Et, Mm. euh, et voilà, faut juste faire attention où on le met. Faut plutôt le mettre en zone dégagée. Je dis ça parce que j'ai observé des rassemblements assez intéressants. Et puis là, bah, du coup, les espèces qui chassent les autres oiseaux, comme l'épervier d'Europe, s'il a un petit coin où se mettre en embuscade devant ce genre de nichoir ou ce genre voilà, Le point d'eau. de baignoire, il s'y mettra. C'est la nature, mais c'est vrai que les oiseaux sont plus alertes en milieu ouvert qu'entre deux arbustes où un prédateur peut se cacher. C'est le cas aussi du chat domestique. Du coup, on continue, on en vient à ce que tu as commencé à expliquer, on en revient à j'agis, je plante, quoi, finalement. L'important aussi, c'est pour nourrir cette biodiversité, c'est d'installer les végétaux qui vont les aider à passer ce moment. Donc, je te laisse nous donner des exemples très Oui, concrets. tout à fait. Là, ce que vous voyez en photo, ce sont typiquement des espèces locales, sorbier, viorne. On va avoir, en fait, les arbustes du coin produisent des graines, enfin des fruits, pardon, pour que ça correspond globalement à la fin de l'hiver. Et bizarrement, ça tombe pendant la période pendant laquelle les oiseaux ont besoin de ces réserves alimentaires pour passer l'hiver. Donc, c'est pas entre guillemets, dans un jardin qui a la taille pour les accueillir, même sur un balcon, hein, j'ai déjà vu des oiseaux venir sur le balcon. C'est quelque chose qui a encouragé fortement. Ça peut être un linéaire de 5 mètres de haie où on vient faire une haie qui est plantée assez proche, donc avec deux rangs et un arbuste tous les mètres. Et là, on a en fait une petite haie dense et vive où les oiseaux vont pouvoir piocher dans la viorne, dans l'églantier, etc. Et en plus dedans, si on peut rajouter un peu d'épineux, eh ben, ce sont aussi des zones où on va pouvoir s'alimenter et en plus de ça, à l'abri du chat. Et donc, ça a double rôle pour la haie. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est aussi bien fait. Ces espèces-là de végétales, elles fournissent des fleurs en nombre de mars jusqu'à juillet quasiment pour certaines espèces. Et là, en fait, ça va correspondre globalement à la période où les petits oiseaux commencent à sortir du nid et cherchent à se nourrir. Et donc, ces fleurs vont attirer tous les insectes et les chenilles, etc., qui seront nécessaires à l'alimentation des oiseaux. Maître mot, plantons des haies partout où c'est possible. Même un arbuste isolé fera l'affaire.
Tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait éviter, tu parlais de la carotte sauvage notamment, qu'il fallait éviter de nettoyer nos massifs, entre guillemets, trop tôt pour laisser les graines, etc. Mais il y a une vraie question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce qu'il faut tailler nos arbres et arbustes pour ne pas nuire à la biodiversité. Donc je vais d'abord vous poser la question à vous tous. Vous allez me dire, à votre avis, quelle est la meilleure période pour tailler? Et puis Quentin va nous répondre. Est-ce que c'est entre octobre et novembre, décembre, janvier, février, mars ou avril, mai? Ah, il y a moins d'unanimité que tout à l'heure, je vous le dis tout de suite. Les avis sont plus partagés. Hop, je vous laisse encore 5 secondes. Allez, je mets fin au sondage, je vous partage les résultats. À toi, Quentin. Eh bien, en fait, je trouve ça, alors, pas tout à fait. Alors, pour ceux qui ont répondu février-mars, c'est un peu tard. Pour ceux qui ont répondu avril-mai, il faut vraiment éviter. En fait, globalement, on va utiliser les périodes qui sont où il y a le moins d'activité, on va dire, où en tout cas le moins de reproduction. Donc, entre octobre et janvier, les oiseaux ne se reproduisent pas. Voilà, les insectes sont très souvent dans le sol, même s'il y en a quelques-uns qui seront sous forme de larves dans les tiges et qu'on va forcément impacter. Mais s'il y a un moment où la haie doit être taillée, c'est à partir d'octobre jusqu'à janvier. En fait, il y a des espèces d'oiseaux qui aiment bien se reproduire, commencer leur nid très tôt, et c'est souvent au mois de mars. Donc voilà, je pense que la période février-mars, elle est un peu trop précoce. Après, voilà, la question est, est-ce qu'il faut tailler forcément? Il y a beaucoup d'endroits où on voit, et notamment dans les copropriétés où les haies sont taillées, elles n'ont pas besoin d'être taillées dans la mesure où les espèces dont on parle sont des espèces qui ne dépasseront pas ou peu 2 à 3 mètres de largeur. Donc, partout où on peut se permettre de laisser les arbustes évoluer tranquillement, et ben, ça va être des zones en fait qui seront tout aussi intéressantes pour les oiseaux. Et en plus de ça, ça coûtera moins cher en termes d'entretien. Et du coup, qu'est-ce qu'on plante? Tu as parlé tout à l'heure de la haie. Il y a d'autres types de plantations. On en parle beaucoup dans J'agis, je plante. On a aussi des guides pour choisir les essences en fonction de votre région. Bérengère va vous partager ça, mais si on essaie, tu as beaucoup parlé de la haie notamment, et si on essaie de parler un petit peu aux citadins qui nous écoutent, et que c'est quand même ta spécialité, votre Oui, spécialité, est-ce qu'on peut parler un petit peu du mur végétal et puis aussi ouais. de pourquoi est-ce que c'est important de planter en cette saison hivernale des arbres et arbustes? Oui, en Pourquoi fait, ça c'est peut la être bonne frustrant, saison? ouais, ça peut être un peu frustrant notre discours, mais planter des haies dans votre jardin et cetera. En effet, je suis bien conscient du fait que beaucoup de personnes, n'ont pas de jardin, n'ont pas cette chance-là, n'ont même pas forcément un balcon, ont juste un petit bout de, voilà, de fenêtre, sur lequel contempler, un arbre, s'ils ont encore la chance d'avoir un arbre en face de chez eux. Ça, clairement, on n'est pas tous égaux envers cette, proximité de la nature. L'idée, c'est quand même qu'on se parte du principe que chacun puisse et chacune puisse faire quelque chose. Donc on a bien parlé du jardin, on va mettre un petit peu de côté. Typiquement sur une façade, il est souvent simple et c'est ce qu'on fait, hein, même dans les pentes là de la Croix-Rousse, de prendre un treillis ou d'en faire un, enfin, en achetant un câble métallique. Au pied, soit mettre un bac, soit découper un petit morceau de béton, qu'on appelle les micro-implantations florales ici, et planter un chèvrefeuille, une clématite. Et en fait, ces espèces-là, elles vont, ou du lierre, si la façade le permet, même si c'est plus compliqué parce que le lierre a des crampons. Et donc, à terme, une fois, s'il commence à monter sur les tuiles, il peut être problématique. Donc, c'est faisable pour le lierre, mais ça demande quand même une petite surveillance régulière. Mais en tout cas, voilà, ces espèces-là, une clématite à l'âge adulte, elle fait 30 mètres. En fait, on pourrait, en théorie, hein, enfin, pas en théorie parce que dans la pratique, on l'a mis en place et ça marche, végétaliser la majorité des façades urbaines. C'est totalement faisable et c'est faisable aussi chez vous, à partir d'un treillis posé, soit du bois, soit métallique, c'est pour plus de pérennité, et donc chèvrefeuille. Et ça va faire le même rôle qu'un arbuste, hein, chèvrefeuille, des fleurs au printemps et des fruits pour les oiseaux en hiver. Voilà, et c'est des choses qu'on peut faire de manière participative aussi. Donc, le mur végétal, ça se fait très bien comme ça. Je sais pas si c'était la réponse que tu attendais.
Mais Et juste j'attendais pas de réponse particulière, ça mais ça me marche. convient très bien, Quentin. Je pense que, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur cette Mmh. question-là, vous n'hésitez pas à les mettre dans les chats et on va continuer parce qu'en fait, on prend beaucoup de temps. Je suis en train de regarder la montre. Donc on va s'arrêter là sur la question des plantations. Bérengère vous met un tas d'infos aussi là-dessus. Je voulais qu'on parle non seulement de ce qu'on peut planter, mais aussi de tout à chacun qui a, aujourd'hui, des plantes et des arbres dans son jardin et qui a envie qu'il passe l'hiver sans souci. Est-ce que tu as deux trois conseils à donner? On a parlé notamment entre nous du voilage là, ce petit voilage blanc qu'on voit partout dans les jardins et sur les balcons durant l'hiver. Est-ce que tu peux nous parler de ça et voilà, des Ouais. bonnes options pour En protéger fait, nos c'est plantes? ouais, carrément. En fait, c'est ça l'intérêt de planter local, c'est que c'est des espèces qui se débrouillent toutes seules, complètement toutes seules en hiver. Elles perdent leurs feuilles sous nos latitudes. Et puis à part pour ceux qui habitent peut-être, en montagne ou plus dans le nord de la France, voire, sur les littoraux méditerranéens. Mais globalement, en fait, un voile d'hivernage, ça va être pour les espèces qu'on a ramenées d'un pays, enfin d'un endroit du sud, et qu'on essaie de faire vivre sur des climats qui sont peut-être un peu moins propices. Donc sur un balcon, ça s'entend le voile d'hivernage parce que, parce qu'on essaye tant bien que mal de faire pousser les plantes et puis ils sont pas en pleine terre, donc les pots sont beaucoup plus sujets au gel et forcément, on va devoir trouver des solutions. Dans un jardin avec des arbres en pleine terre, normalement, la question ne se pose pas trop. On n'a pas besoin de mettre un voile d'hivernage, sauf si on veut, préserver, une espèce, des milieux, tropicaux ou des milieux, voilà, chauds, du globe. Mais normalement, pas besoin, forcément. Par contre, ce que les plantes adorent, parce que le gel est problématique très souvent au niveau des racines, en fait, en vérité, eh bien, c'est une épaisse litière. Regardez dans les forêts, vous avez 30-40 centimètres d'épaisseur de litière, donc et c'est pas du paillage. On appelle beaucoup de ça du paillage. Mais c'est un mot en fait que j'utilise aussi très souvent, mais qui est grossier parce que on a tendance à imaginer que c'est de la paille qu'il faut mettre. Ça, la paille, c'est pas mal sur le potager. Mais en fait, les ligneux, donc les arbres, ont besoin en fait d'un mélange qui est fait, comme on peut l'observer dans un sous-bois forestier, de feuilles mortes, de brindilles, de souches, d'écorces, etc. Donc, ce qu'on utilise, nous, c'est du broyat de bois. Donc, c'est-à-dire que quand on taille, par exemple, une haie, les rameaux qui sont encore verts, ils sont d'un bon mélange entre la lignine et la cellulose. Et donc, on va pouvoir broyer tout ça et donc reproduire, entre guillemets, un sol forestier. Et c'est comme ça qu'un arbuste peut passer l'hiver sereinement et l'été aussi. J'en profite parce que grâce à ça, on arrive à planter des haies locales sans aucun arrosage toute l'année. Et sur nos balcons, tu nous disais que le bon truc, c'était quand même de surélever les pots notamment? Ouais, carrément, ouais, ouais, j'ai pas tout lu là, mais Tout en en effet, tête? Oui, tu pas j'ai tout pas en tout tête, en c'est normal. tête, mais oui, en fait, c'est juste que sur un parterre de pierre, le sol est froid, c'est bien de mettre une palette sous les pots. Surtout, voilà, s'il y a des expositions de plein nord et cetera, ça peut être fatal pour les racines. Donc une petite palette, ça fait toute la différence en vérité et puis surtout, ce qui est important, on a tendance à vouloir, et ça, c'est une cause de mortalité qui est très, très souvent observée sur les plantes de balcon, c'est on a tendance à vouloir des grosses plantes, mais on met des tout petits pots. Il faut mieux se dire qu'on divise par 3 le nombre de plantes sur le balcon, et par contre, on fait des grosses jardinières où les espèces, elles peuvent bénéficier d'une litière épaisse dans leur pot. On travaille vraiment le sol, on fait vraiment un sol vivant et puis de forte profondeur, genre 40 centimètres, 50 centimètres, c'est pas trop mal. Et là, on peut espérer maintenir des arbres et des arbustes au balcon l'été, l'hiver, mais aussi l'été. Voilà. Hem, question, j'en profite parce qu'il y a une question qui vient de passer sur est-ce qu'on peut utiliser des coquilles de noix en paillage? Ouais, j'ai vu que ça se faisait à Grenoble pas mal. Il y a, voilà, c'est du low cost. Alors, je sais pas de quoi la coquille de noix est faite, mais ça me choque pas. Ça fait partie, voilà, De la nature. ça fait partie de la nature. Et puis c'est un bon mixte entre voilà le bois de l'arbre et puis le bois raméal fragmenté qu'on va retrouver. Question ouverte, mais a priori ça marche bien. Je voulais qu'on termine quand même et en fait, ça reboucle avec ce que tu disais tout au début, que l'hiver, c'est pas la fin de pas de la fin de la vie qui nous entoure et que donc il y a beaucoup de choses à observer. On a noté ici,
quelques petites choses, mais effectivement, si vous mettez une mangeoire, si vous mettez un point d'eau, vous verrez des allées-venues absolument magnifiques. Vous pouvez aussi en profiter pour observer ces espèces, documenter comme ça, vérifier chaque année si elles reviennent ou pas et justement leur offrir le bon abri et le bon gîte pour l'hiver suivant. Et puis toi, Quentin, tu me parlais peut-être d'expériences à faire en famille, si tu as une idée et après on passe aux questions-réponses. Ouais, moi j'aime bien, en fait, ce moment-là, là, qu'on, donc le moment de novembre, on voit vraiment les animaux se préparer à l'hiver. On voit l'écureuil précisément où est-ce qu'il va enterrer ses noisettes, on voit la corneille noire où est-ce qu'elle va cacher des noix, on voit, les mammifères qui sont en prospection, est-ce que cet abri-là, il m'irait bien et compagnie, les oiseaux pareil. Et donc, c'est un moment où on peut avoir une grille de lecture de notre espace et se dire: «OK, donc là, j'ai des gîtes hivernaux. J'ai un endroit où les animaux, ils vont pouvoir hiverner tranquillement» et donc c'est assez stimulant et intéressant, d'observer ça. Tous ceux qui ont accès à un petit espace vert à côté de chez eux, voilà, il y a un truc qui est génial à faire, c'est peut-être que c'est pas évident pour plein de gens, mais prendre un temps tôt le matin pour, les lève tôt, de regarder à la lumière de l'hiver, en fait, la vie qui se déroule. Souvent prendre un moment où il y a un grand silence dans un boisement et vous allez voir en fait que les bruits sont encore partout et vous allez avoir des comportements en cette période-là que vous n'observerez pas forcément en printemps et en été. Voilà, la période hivernale a tout aussi, tout autant de charme. Et en effet, je te rejoins Elodie sur la partie, activité à faire en famille. Typiquement, voilà, l'observation des oiseaux, moi j'ai eu une petite fille il y a 3 mois et je sais que voilà, dans 1 an ou 2, j'ai hâte de lui montrer en fait les oiseaux, à la mangeoire avec quelques graines de tournesol. J'ai hâte de lui montrer dans la litière des feuilles en fait, voilà, regarder la vie qui continue à avancer, alors que tout paraît mort. C'est des choses comme ça qu'il ne faut pas oublier de faire, même si c'est évident pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, c'est des choses qui touchent, beaucoup de monde une fois qu'on commence à s'y mettre, quoi. Merci beaucoup, Quentin. Je trouve qu'on termine très bien cette présentation. On va passer tout de suite aux questions-réponses. Je crois que vous en avez pas mal. On a été long, pardon à tous, mais merci d'être restés aussi nombreux. Je vais arrêter le partage et puis on va commencer à regarder les questions que je reçois sur mon téléphone. Donc partons pour le regard qui se baisse. Euh, Est-ce que les aiguilles de sapin peuvent servir de paillage? Une question de Morgane. Elle parle aussi, elle s'inquiète un peu de l'acidité de ce type de paillage. Alors, oui, tout à fait, mais dans les forêts, boréales ou les forêts de montagne, là où le sapin, est présent. Dans une forêt de feuillus, dans la plaine et sous une altitude, bah, le sapin, il n'existe pas. C'est une espèce qu'on a plantée, et qu'on a ramenée, par l'homme. C'est le cas du cèdre du Liban, du cèdre de l'Atlas. En fait, la plupart des arbres qu'on va retrouver dans le jardin ne sont pas forcément, ici. Alors, c'est pas tant une histoire d'acidité, en fait, hein. On a tendance à croire que les épines sont acides, mais en fait, quand elles se décomposent, elles perdent très rapidement leur acidité. C'est surtout qu'elles font une épaisse litière très, très, très dense au sol et puis, le sapin fait un gros ombrage. Donc, c'est pour ça que ça limite vraiment la croissance des végétaux en dessous. Donc, non, pas sous nos latitudes, mais oui, dans un contexte où le sapin pectiné est naturel. Une question de Lynn. Est-ce que les geckos ont besoin d'un hibernaculum ou est-ce qu'ils restent dans les murs des maisons? Alors, je ne sais pas si, Lynn, tu habites dans le sud où tu as vu l'arrivée, assez fulgurante et récente de la Tarente de Mauritanie, ce fameux gecko, en France. Lui, en fait, il va hiverner, donc il va se cacher, en fait, dans les anfractuosités des murs. Donc un mur en pierre, un tas de pierres, un hibernaculum, c'est totalement adapté à sa biologie. Une autre question, là on passe plutôt aux plantations. Question sur les orties, elles ont un intérêt indiscutable, mais Alice se dit quand on en a un terrain qui est rempli, on a quand même très envie de le couper, de retourner la terre et de planter autre chose. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a peut-être un compromis à faire? C'est compliqué l'ortie parce que des fois, elle se plaît très, très bien. En fait, l'ortie, elle pousse très souvent sur les zones de décombres, très souvent, typiquement autour d'une voiture, une carcasse de voiture abandonnée. Elle adore le faire, en fait. Elle va pousser sur ces endroits un peu de décombres. Donc, si le sol est déjà un petit peu comme ça, et forcément, il y a tout à parier pour que l'ortie devienne un petit peu envahissante. Voilà, j'ai pas encore mis en place de plan de gestion contre l'ortie parce que j'adore cette plante, mais je comprends qu'au bout d'un moment, l'ortie dans le jardin,
ça peut, poser problème. C'est une plante qui est très nitrophile. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup de matière organique, donc en fait, peut-être que, ça peut être entretenu, mais il faut pas laisser les végétaux sur place. Il faut exporter la fauche parce que sans ça, vous allez voir l'ortie revenir continuellement. Et si vous voulez des espèces une diversité d'espèces végétales dans vos prairies, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut éliminer les résidus de fauche pour les mettre en pied de haie ou d'autres éléments comme ça. Parce que la majorité des plantes à fleurs qui sont intéressantes, on va dire, elles poussent dans les milieux qui sont pauvres et pas dans les endroits riches. Ce qui pousse dans les endroits qui sont riches, c'est les légumes qu'on cultive. Voilà, c'est juste cette réflexion qu'il ne faut pas oublier. On a pas mal de questions sur les hérissons. Du coup, Quentin, une question. Est-ce que les poules en liberté peuvent nuire aux hérissons? C'est une Question très de... bonne question. J'ai pas eu encore comment on appelle ça? D'attaque de poules sur des hérissons. Peut-être les juvéniles qui sortent tout juste voilà, au printemps, mais j'en suis pas si sûr. C'est une bonne question. Par contre, la poule est un prédateur, hein. C'est un petit dinosaure capable de manger une couleuvre d'1 mètre si elle s'y met. Voilà, il ne faut pas sous-estimer les poules. Est-ce que les... Alors là, par contre, je pense que ça va être plus clair. Est-ce que les tondeuses automatiques qu'on voit fleurir partout représentent un danger pour les hérissons? Tu sais, Alors, celles qui se oui. baladent dans les jardins comme ça toutes seules. Ah bah, ouais, ouais, alors j'avais complètement oublié l'existence de ces tondeuses-là. Mais oui, en fait, la tondeuse, de manière générale, est un problème, pour les hérissons. Je pense pas qu'il y ait encore, une IA intégrée de reconnaissance du hérisson, sur la pelouse. Je pense qu'il faut faire, attention avec ces automatismes, en fait, hein, parce que, on est plutôt en train d'essayer de se poser des questions, plutôt que, de mettre en place des habitudes, néfastes et je sais pas si la tondeuse peut le faire. Moi, j'éviterais une tondeuse automatique au jardin. On a un petit retour d'expérience et une question de Dominique Richard. Alors je dis le nom, prénom parce que je pourrais me tromper. Quelqu'un qui habite en bordure d'un petit bois, qui a un jardin plutôt sauvage, donc clôturé, qui a des feuilles mortes, des tas de bois, qui n'utilise pas d'insecticides, de pesticides, qui a des petites mares, des salamandres, des grenouilles, mais il n'a pas de hérissons. La route qui passe devant chez lui est sans issue, donc peu passante. Donc a priori, c'est pas forcément le souci. Il se demande quel est le prédateur habituel des hérissons à part l'homme. Le hérisson, il peut être consommé par quelques autres espèces. Le hibou grand-duc en fait son casse-croûte, mais c'est pas courant d'avoir du hibou grand-duc dans son jardin. On voit des fois des bogues, c'est un peu triste, mais c'est des hérissons en fait qui sont retournés en fait ils ont enlevé les piquants du hérisson et c'est un critère assez fiable pour déterminer la présence du, euh, du hibou grand-duc. Mais le blaireau, dans certains cas, peut le faire aussi. Donc voilà, ça peut être ces deux prédateurs-là qui peuvent être prédateurs pour du hérisson. Et puis, en tout cas, bravo pour les initiatives que tu mets en place. C'est malheureux, mais si le milieu est trop fragmenté, les hérissons n'existent pas. Après, peut-être qu'il n'a juste pas été détecté. Il y a un petit protocole qui est assez simple, qui est sur Internet. Je n'ai plus en tête exactement qui a créé ça, mais c'est Dominique un, nous dit qu'il y a des blaireaux aussi dans ah son bah, coin. le blaireau, voilà. Mais généralement, quand il y a le prédateur, ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de proie. C'est pas parce que le hibou grand-duc qu'il n'y a plus de renard roux. Pourtant, le renard roux est une proie du hibou grand-duc. Voilà, c'est plutôt signe d'avoir des blaireaux dans son jardin. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est plutôt bon signe. Et puis, je sais plus où j'en étais. Ah oui, un tunnel à hérisson, en fait. C'est très simple, c'est pour détecter la présence, se trouve en nocturne du hérisson. En fait, il y a deux petits marqueurs de couleur avec du charbon, un mélange de charbon et d'huile qui sont pas nocifs. Le hérisson marche dessus, il passe dans le tunnel et il fait ses empreintes. Et en fait, ça permet de détecter du hérisson. Et là où parfois on pense qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais après, peut-être que vous êtes un très bon observateur et que vous n'avez pas de hérisson et quel cas, à moins de faire des trous dans les clôtures et faire des passages au niveau des routes, ça me paraît compliqué. Là, on a une question d'Océane, une question importante. Elle dit qu'elle a des gens qui régulièrement viennent lui dire qu'ils ont des chauves-souris et qu'ils ont envie qu'elles dégagent. Voilà. Et en fait, elle demande bah, que faire pour valoriser ces espèces en dehors de leur dire en dehors de leur dire qu'elles mangent les moustiques, quoi, en gros. Comment est-ce qu'on réhabilite, entre guillemets, la chauve-souris auprès du grand public? Ouais, bah, c'est des questions que même les associations se posent en vérité, donc j'ai pas forcément de phrases toutes faites à vous faire.
Je pense que la chauve-souris, en fait, on la voit dans les films beaucoup, on la voit peu en vrai. Si on arrive, à montrer vraiment les chauves-souris avec en leur en présentant comme des par exemple, comme des mères, les chauves-souris allaitent leurs petits, passent un temps fou avec elles. Il y a des gîtes, où les mamans se posent ensemble à 60 individus pour élever leurs petits ensemble. En fait, le côté un petit peu proche de l'homme pour des personnes qui sont pas du tout sensibilisées, ça peut aussi peut-être leur parler, au-delà de leur rôle écologique qui est mis en avant. Voilà et après ça je j'ai pas vraiment d'autres solutions, mais faut rappeler que la chauve-souris est une espèce protégée. Toutes les espèces de chauves-souris de France sont protégées. Plus de la moitié d'entre elles sont menacées d'extinction et qu'il convient vraiment de faire de la veille comme vous faites auprès des voisins, auprès de toutes les personnes qui, pourraient porter préjudice, aux gîtes existants. On a énormément de questions, Quentin. Je ne sais pas si on va arriver à aller déjeuner tous ensemble. J'ai pris dans un champ des restes de tournesol. C'est une question d'Audrey, sauf que le champ n'est pas bio. Est-ce que c'est grave pour nos oiseaux qui les mangent? C'est une très bonne question. Je pense que c'est en fait, non, je pourrais pas répondre à cette question. Je pense que N'iront-ils pas? dans Est-ce que je peux t'aider en disant ouais. n'iront-ils pas naturellement les manger de toute façon? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que j'essayais de dire, en fait. Simplement, c'est que entre ils font pas la différence entre du bio et cetera. Malheureusement pour eux, ils font pas non plus, la différence, entre un champ de pommes de terre ou de noisettes, qui est, attaqué par, des néonicotinoïdes ultra puissants. Voilà, c'est donc je pourrais pas trop répondre à cette question. Un retour au hérisson, je l'avais oublié celle-ci. Question de Karine, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme nourriture? Si tant est qu'on Bah les nourrisse en hiver. alors, je pourrais pas vous conseiller de nourrir le hérisson. Voilà. Voilà. C'est une espèce qui est sauvage, c'est le problème avec les espèces qui se déplacent doucement et qui sont comme ça peu timides, on a l'impression on est un peu à cheval entre l'animal de compagnie et l'animal sauvage. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les jardins. C'est une espèce qui se débrouille très bien avec les lombrics, avec les carabes et cetera qui consomment. Je vois certaines personnes, donner notamment des croquettes et cetera. C'est une alimentation qui se rapproche le plus de leur biologie, mais c'est artificiel et je connais pas les effets, néfastes de cette alimentation-là. Question de Carole, est-ce que l'on peut mettre des coquilles d'œufs écrasées dans la terre avant le paillage? Oui, j'ai déjà vu ça quelque part, mais il y a beaucoup de choses un peu fausses qui tournent autour de ça. Par exemple, ça va éviter les limaces et cetera. La limace, elle peut se déplacer sur une lame de rasoir, il y a aucun souci. Les coquilles d'œufs ne vont pas du tout poser problème à sa présence. Au contraire, elle adore manger les coquilles d'œufs, la limace, et notamment les escargots, parce qu'il faut qu'ils refassent leurs coquilles en calcaire et forcément dans les coquilles d'œufs, ils vont trouver leurs éléments et pourquoi elle veut mettre des coquilles d'œufs dans le Ah, mais je ne broyeur? sais pas si elle est encore avec nous, mais si vous êtes encore là et que Carole, que vous avez un complément d'infos sur pourquoi vous avez envie de le faire, dites-le nous dans le chat, on est curieux. En tout cas, j'y vois pas d'inconvénient, à condition que ce soit pas, sur 10 centimètres, mais ça m'étonnerait qu'il y ait assez de coquilles d'œufs, mais voilà. Une question de Priscille. Sur un balcon ouvert, dernier étage, y a-t-il un intérêt à mettre des écorces, brindilles et bouts de bois? Ouais, ouais, carrément, j'ai commencé à prospecter un petit peu sur certains balcons. En fait, on va retrouver même au 7e, 8e étage, on va retrouver des chrysopes qui sont les prédateurs de pucerons, on va trouver des coccinelles qui vont hiverner dans l'état de bois et cetera. On est en train d'imaginer justement avec la FNH un accompagnement de balcon, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y aura beaucoup plus il y aura beaucoup plus de biodiversité en bas du balcon qu'en haut, mais il y en aura toujours et j'ai observé des libellules en train de pondre sur un bassin sur un balcon au 7e étage. Donc en fait, la nature est toujours surprenante et pour elle, c'est juste une falaise à gravir le balcon, c'est pas non plus inenvisageable. On a une question de Cassandre qui revient sur la question de la taille des arbres. En période d'automne, c'est à ce moment-là qu'ils font leur nid. Alors, je ne sais pas qui vous mettez dans île, donc ça doit pas être une bonne période pour les oiseaux. Donc, Cassandra parle des oiseaux. Est-ce que tu peux revenir sur la période de nidification des oiseaux, qui n'est pas forcément... La période, d'unification, s'étale, de mars, à juin pour faire simple Voilà. et ça avec certaines espèces qui refont une deuxième couvée et donc qui peut s'étaler finalement jusqu'à septembre, voire octobre, tout début, C'est pour ça du printemps. qu'on vous proposait de commencer à tailler que plutôt finalement Ah, décembre-janvier pour être voilà. sûr qu'on n'embête personne. Décembre, janvier, voilà, mais après c'est vrai que les oiseaux, ils prospectent dès le début de l'hiver, ils vont commencer à prospecter dans leur nid.
mais c'est pas là où on va avoir des impacts sur les nichés. Question de Didier. Alors, c'est une question un peu plus compliquée. Pensez-vous que la biodiversité en ville pourrait être plus importante dans les cimetières si l'humusation était légalisée? Je ne sais pas ce qu'est l'humusation personnellement. Je ne sais pas, Quentin, si tu as une réponse à ça. Alors, je connais pas le mot, mais j'imagine que c'est le fait pour un corps, humain dans les cimetières de pouvoir se décomposer librement sans être, affecté par un tas de produits et maintenu dans un caisson. C'est une question, philosophique après, moi je peux pas m'étendre là-dessus, mais, je sais pas trop, à quel point, nos modes, enfin voilà, c'est bien gérer tout ça. Je sais que on va parler de l'intérêt en fait, de la mort pour la vie. Évidemment, c'est voilà, mais je ne sais pas à quelle densité, ça l'est. Je ne sais pas si, dans une certaine densité, on va dire, de matière organique morte, on peut retrouver, des bénéfices ou pas. Voilà, c'est une question, que je me suis jamais vraiment posée, mais qui mérite parce qu'elle est vraiment, importante. Allez, je prends encore deux questions. Didier, non, c'est qui? C'est Philippe qui nous demandait de parler de l'écosystème du renard, mais on pourrait repartir pour 10 minutes de réponse de Quentin, je pense. Donc, Surtout que peut-être j'adore on cette va espèce, donc essayer. Voilà, on va peut-être essayer de vous répondre par mail pour, voilà, pour ne pas aller trop loin, parce qu'il est bientôt 13h45, les amis. Une question de Sarah qui est importante, mais je ne sais pas si tu auras les arguments, parce que ça paraît tellement être du bon sens que, voilà. Il y a une piscine dans ma résidence dans laquelle on retrouve constamment des hérissons morts. Avez-vous des outils et arguments à donner à mes voisins pour éviter les noyades? bah, ouais. Alors, déjà, la piscine, il y a plein de choses qui existent déjà pour éviter les noyades maintenant. Il y a plein de trucs qui vont se clipser sur les bords et compagnie, qui permettent d'avoir, ou sinon, beaucoup plus logique, un bout de bois qui traverse la piscine, voilà, on fait ça comme ça. Enfin, on peut réfléchir à des solutions parce que c'est quand même un bon nageur, le hérisson, hein. Avant de se noyer dans une piscine, il doit tourner une bonne demi-heure autour de la piscine sans trouver un point d'accroche. Donc, trouver un escalier, un grillage ou quoi que ce soit sur lequel il peut s'accrocher. Euh, question encore de Béatrice. Comment aider les chrysopes à hiverner? Pour rappel, le chrysope, du coup, on appelle ça les lions des pucerons, hein. C'est des centaines, voire des milliers de pucerons au stade larvaire et adulte qui sont consommés par un seul individu. Voilà, donc alors c'est très paradoxal, mais pour attirer les chrysopes, il faut des pucerons, ça paraît en fait assez logique quand maintenant que je le dis. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des espaces relais. Typiquement, le sureau noir, je ne sais pas si vous regardez au printemps, vous allez voir des grappes de pucerons noirs, mais ça, c'est le puceron du sureau. C'est pas le puceron qui va aller sur vos rosiers, par exemple. Et donc, le chrysope, entre un puceron noir et un puceron du rosier, il s'en fiche, c'est les pucerons, il va les manger. Et donc, ça s'appelle des plantes relais. Le fait de mettre des plantes qui favorisent des pucerons typiques de cette plante-là, ça va attirer tous les prédateurs. Et une fois que les prédateurs sont là, ils vont manger les pucerons et ils vont pouvoir aller se reporter sur les autres pucerons du jardin, et notamment sur les plantes cultivées pour la consommation, par exemple. Et donc ça, c'est important de garantir cette présence tout le temps de pucerons, qui est peut-être parmi les insectes les plus importantes en termes de chaîne alimentaire. Et ensuite, le chrysope hiverne. Il hiverne sous les écorces. Il hiverne dans des bois, dans du bois, dans pas mal de choses. Donc, si vous mettez des débris organiques à un moment donné, un peu au sec, vous avez toutes les chances d'avoir de l'hivernation de chrysope à l'intérieur. Dernière question, je te propose, Quentin, la dernière. On reparle des chauves-souris. Michel qui a des chauves-souris dans ses fissures de façade, il doit refaire sa façade et il se demande comment les déloger et en leur proposant finalement de les reloger à proximité. Enfin, comment on fait? Alors, comment on fait? Donc, on ne peut pas le faire soi-même. C'est un bureau d'études qui passe. Ça peut être aussi la DREAL. Donc, la DREAL, qui est la police en fait de l'environnement, qui n'a pas forcément un rôle de police dans la mesure où elle a aussi un rôle de conseil et qu'elle saura répondre correctement à votre question, puisque en théorie, selon les articles de loi, il est impossible de déloger une espèce qui est protégée. Je comprends l'intérêt du ravalement de façade, qui est tout aussi important, mais il y a des moyens que je déroulerai pas ici, mais je vous conseille plutôt de vous rapprocher de la DREAL locale, qui saura vous répondre. DREAL, au cas où. Voilà.
Voilà l'acronyme. Et ben, ça va être le moment de vous remercier tous. Vous avez été hyper assidus tout le long de ce webinaire. Vous nous avez posé plein de questions, c'est super. J'oublie pas qu'on doit parler du renard avec l'un d'entre vous. Donc on va demander à Quentin qu'il nous fasse un petit pitch à vous envoyer par mail. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette année. On arrive au bout de ce dernier webinaire 2025. Je vous promets qu'on se retrouve en 2026, sans doute avec Quentin aussi pour nous donner plein de tips, de bons conseils pour savoir observer ce qu'il y a autour de nous ou les observer. On est en train de travailler sur un petit guide sur ce sujet, donc on y reviendra. On vous souhaite une très très bonne fin d'année. On vous dit à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, j'agis, je plante, j'agis pour la nature. Il y a plein de choses à faire. On compte sur vous. Et on vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt. Merci Quentin. Merci à vous. Bonne journée.